Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Telegram, et oui, la plateforme, la messagerie instantanée. Près d'1 milliard de personnes qui l'utilisent à travers le monde, en Inde, au Mexique, en Afrique du Sud, partout, y compris évidemment chez nous. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous savez que Pavel Durov, son fondateur et son président, avaient été arrêtés et remis en liberté sous caution, 5 millions d'euros de caution, excusez du peu. Et puis, voilà, et il paraît que maintenant, Telegram va donner un certain nombre va livrer un certain nombre de données, d'adresses IP, numéro de téléphone des utilisateurs, en cas de soupçon de terrorisme ou sous ordre judiciaire strict. On va en parler tout de suite avec Fabrice Epelmoin, qui est spécialiste des médias, enseignant à Sciences Po. Telegram, c'est quelque chose de très important. Ce qui se passe est vraiment très important. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme. André, on va pas parler de Morse, on va pas parler de la machine de Telegram, mais on va parler plutôt de la messagerie cryptée. Telegram, cryptée, enfin de moins en moins. Alors justement, qu'est-ce qui se passe ? Et d'abord, bonjour Fabrice Epelmoin. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Rappelez de façon succinctement, mais je pense que vous pouvez le faire et on peut le faire, ce que c'est que Telegram, à quoi sert Telegram et d'où cet extraordinaire succès quand même en quelques années. Alors, c'est une messagerie chiffrée, mais pas vraiment chiffrée, je vais revenir là-dessus, qui permet d'établir des communications entre deux personnes, comme tout un tas d'autres messageries avec lesquelles on est familier, comme WhatsApp, qui permet d'établir des communications entre une personne et un très grand nombre de personnes. Et là, il y a une spécificité Telegram. Sur WhatsApp, vous ne pouvez pas dépasser un groupe de plus de 256 personnes, oui. Et qui permet de faire l'équivalent d'un forum. Et il faut savoir que le chiffrement n'est qu'une simple option qui n'est disponible que dans les communications entre deux personnes. Tout le reste n'est pas chiffré de bout en bout. C'est-à-dire, attendez, on peut aller, pardon Fabrice Epelmoin, on peut aller jusqu'à combien de personnes sur Telegram C'est considérable. Vous pouvez vraiment faire un groupe avec un nombre considérable de personnes, alors que WhatsApp, qui proposait cette fonctionnalité auparavant, a limité les groupes à 256 personnes, après que WhatsApp ait été détourné de son usage dans la campagne de Jair Bolsonaro au Brésil. Au Brésil, d'accord. Donc, le Telegram est moins bridé que WhatsApp, du coup offre des possibilités qu'offrait WhatsApp auparavant, mais par contre, Telegram ne chiffre pas grand-chose. Les communications de groupe ne sont pas chiffrées, les forums ne sont pas chiffrés. Il n'y a que les discussions entre deux individus qui peuvent être chiffrées, et encore, c'est une option. Donc c'est vraiment le système le moins sécure qui existe. En termes de protection de la vie privée, on ne peut pas faire pire que Telegram. Même WhatsApp, qui appartient pourtant à Meta, Facebook, est bien plus sécurisé que Telegram. Alors, on peut pas faire pire, mais on peut pas faire mieux, je ne sais pas, c'est selon les opinions. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, on sait, on a reproché à Pavel Durov. Pavel Durov est arrivé en France, il a été, effectivement, on vient de le dire, il a été arrêté, il a été mis en liberté sous caution ensuite, belle caution. Et puis là, il dit, alors je répète ce qu'il vient de dire, il a pris décision qu'il va partager les adresses IP, les numéros de téléphone des utilisateurs en cas de soupçon terrorisme ou sous ordre judiciaire strict. Ça va changer quoi pour les utilisateurs de Telegram, ça ? Ça va changer que quand la justice fera une requête auprès de Telegram pour obtenir ce genre d'informations, elle obtiendra une réponse, ce qui est l'application stricte de la loi. Ça n'a rien d'extraordinaire en tant que tel. Jusqu'ici, Telegram ne répondait pas aux injonctions de la justice, française ou autre. Là, il semble qu'il y a une exception française qui se profile à l'horizon, et ça va permettre à la justice d'enquêter sur tout un tas d'affaires qui utilisent Telegram, tout comme ils utilisent tout un tas de moyens de communication. Il n'y a pas une spécificité si forte sur Telegram, et très objectivement, des gens qui violent la loi en utilisant Telegram comme moyen de le faire, bien sûr, n'ont pas compris les bases du chiffrement et la façon de protéger leur vie privée. C'est vraiment pas sur Telegram qu'on peut faire ça de façon sécure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui prenaient Telegram en disant c'est absolument sécure, on ne risque rien, et que ceux qui enfreignent la loi et puis les utilisateurs pour des
des différentes raisons plus ou moins avouables et plus ou moins glauques soient sanctionnées, c'est normal. Mais est-ce que ça ne va pas, donc à votre avis, ça ne va pas changer le près de milliards d'utilisateurs de Telegram sera toujours là, ou ça va peut-être décourager un certain nombre? Je ne parle pas seulement des trafiquants ou des terroristes ou autres. Alors, cet aspect-là des choses, pas nécessairement. Par contre, le Wall Street Journal a révélé que Telegram avait un canal de communication privilégié avec les renseignements français depuis un bout de temps, et qu'il est vraisemblable qu'il ait d'autres canaux de communication privilégiés avec d'autres services de renseignement, à commencer a priori par ceux dont il a la nationalité. Pavel Durov a un passeport russe, il a un passeport émirati et il a un passeport français. Donc, dans la mesure où il n'est pas vraiment en froid avec les autorités russes, et qu'il y a des rumeurs insistantes qui disent qu'il aurait même installé des serveurs de Telegram sur le territoire russe, on est autorisé à penser qu'il ait des canaux de communication privilégiés avec les services de renseignement russes et émiratis. Ce qui fait que ça pose un réel problème pour tout un tas de mouvements qui utilisent typiquement Telegram pour communiquer dans un mode d'opposition ou de résistance à un régime oppressif. On pense notamment à l'Iran, où il y a des soupçons d'une collaboration entre Telegram, et je mets vraiment beaucoup de conditionnels à ça. Hein, oui, bien sûr. Mais il y a des soupçons de collaboration entre Telegram et les autorités russes pour fournir aux autorités iraniennes les participants à des discussions concernant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Encore une fois, je mets du conditionnel, cette information n'est pas vérifiée. Il y a pour l'instant des faisceaux d'indices qui sont inquiétants et qui donnent lieu à des investigations qui sont en cours. Très concrètement, je peux dire, pour avoir participé à ce genre de mouvement, utiliser Telegram pour faire ça est complètement stupide. C'est se reposer sur du marketing et sur une protection de vos données qui est assurée non pas par du code et des mathématiques qui permettent de chiffrer, mais par Pavel Durov. Entre les mathématiques et Pavel Durov, j'ai plus confiance envers les mathématiques. Oui, vous voulez dire que, parce que d'un côté, on peut dire que il n'est pas mauvais aussi qu'une plateforme ou qu'une messagerie permet à l'opposition, encore une fois, aux oppositions de s'exprimer quand il s'agit d'un régime autoritaire ou dictatorial ou oppressif. Ça fait aussi partie du jeu, ça. Dans le cadre du mouvement Femmes, Vie, Liberté, on est exactement dans un mouvement qui vit de régime oppressif, qui dispose de moyens cyber, de surveillance et d'infiltration assez sophistiqué, et qui a besoin, pour exister, pour se coordonner, pour mener sa lutte et ses revendications, de moyens de communication. À partir de là, choisir Telegram est une grosse erreur, qu'ils ont sans doute, si c'est bien le cas, payé très cher. Il vaut mieux choisir des solutions qui reposent sur une confiance envers le code et les mathématiques. Le code de Telegram, on n'a pas. Les méthodes de chiffrement de Telegram, on ne les connaît pas. Alors que si vous prenez une autre messagerie chiffrée qui est Signal, vous avez le code et vous connaissez les méthodes de chiffrement. Donc là, vous vous reposez sur des choses qui sont très concrètes et non pas sur une... Oui, il y a un petit problème de son là. Signal plutôt que Telegram. Je suis navré. Pour faire court, Telegram n'est pas une solution sécure. Telegram, vous donnez votre confiance à Pavel Durov. Il y a d'autres solutions. Mais alors, juste Fabrice et Belboin, j'espère qu'on va vous entendre. Là, vous entendez un peu, mais peut-être pas aussi bien net que près. Est-ce que aujourd'hui, vous avez parlé de Signal, etc. Aujourd'hui, effectivement, il y a des réseaux qui permettent, parce que c'est ça qui nous intéresse, qui vous intéresse aussi, à des mouvements d'opposition, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais au bon sens du terme, de pouvoir effectivement mener leur lutte, leur combat, et surtout à ce moment-là, par rapport à Telegram, c'est la seconde question. Qu'est-ce qui fait que Telegram a eu ce tel succès, en tout cas près d'1 milliard d'utilisateurs en quelques années, et est-ce que aujourd'hui, en fait, je veux dire, la situation va rester comme ça, Telegram va garder effectivement, même si il donne le numéro ou IP ou le numéro aux autorités, est-ce que en fait ça va changer, je veux dire, le cours des choses dans cet univers-là, ou pas? Telegram a supprimé des fonctionnalités qui permettaient d'identifier des utilisateurs à proximité, et c'était un canal privilégié pour acheter, typiquement, rien qu'à Paris, de la drogue, de la prostitution, voire même des armes. Cette fonctionnalité a disparu.
dans les premiers jours de l'incarcération de Pavel Durov. Donc ça, très clairement, ça va faire chuter les activités illicites sur Telegram. Le fait de collaborer de façon ouverte avec la justice française devrait alerter tout un tas de mouvements d'opposition dans des régimes autrement plus répressifs que la France, qui vont se dire effectivement, leur usage de Telegram est basé sur la confiance qu'ils donnent à Pavel Durov et qu'il ferait mieux de faire confiance à quelque chose de plus solide comme les mathématiques. Ensuite, est-ce qu'il y a des solutions plus sécures? Oui, bien sûr. La solution la plus sécure qui soit équivalente à Telegram, c'est Signal. Maintenant, si vous êtes dans des situations de régime extrêmement vicieux et répressif, il y a des solutions encore plus paranoïaques qui typiquement ne se basent pas sur votre carnet d'adresse de votre téléphone et votre numéro de téléphone, qui constituent des données personnelles qui peuvent fuiter d'une façon ou d'une autre, comme Olvid ou Scred, qui sont deux systèmes de messagerie ultra chiffrés françaises. Scred pousse la paranoïa jusqu'à ne pas avoir de serveur central. C'est une solution de pair, et donc il n'y a aucun moyen d'intercepter quoi que ce soit ou d'identifier quoi que ce soit. Mais c'est des solutions qui sont très contraignantes et qui ne peuvent pas remplacer Telegram, Signal ou WhatsApp, parce qu'il faut que vous refassiez votre carnet d'adresse contact après contact. Ah ouais, alors que c'est plus compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment fait pour des gens qui sont dans des situations de très grand danger vis-à-vis de régimes extrêmement dangereux. Oui. En tout cas, on voit comment la guerre, effectivement, s'étend sur tous les fronts, y compris ce front du numérique qui est devenu le front le plus ouvert, effectivement, dans l'extension du champ des possibles. Merci Fabrice Epelpoint. On verra ce qui va se passer avec Telegram et avec Pavel Durov, mais c'est à suivre. Merci. Si vous avez une réaction ou une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 sur notre Facebook Live. Berkoff dans tous ses états revient tout de suite. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, quand un homme, Tao, on ne donne pas son nom de famille, bien connu des services de police, était en liberté conditionnelle pour une affaire de viol commis en 2019. Vendredi dernier, le même Tao, restaurateur marocain âgé de 22 ans, est visé par OQTF, déjà obligation de quitter le territoire français. Eh bien, il était en région parisienne le jour de la mort de Philippine. Philippine, 19 ans, assassinée, son corps a été retrouvé dans le bois de Boulogne. Et voilà, ils ont identifié, les policiers, à Tao comme suspect potentiel. Alors effectivement, présomption d'innocence, etc. Mais voilà ce qui se passe, et ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas un ressenti d'insécurité, c'est ce qui se passe en France plus ou moins quotidiennement. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, on va en parler. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trick. Je n'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer... Alors on va pas embrasser un flic aujourd'hui, André. On va recevoir, on va recevoir un ancien flic, Bruno Attal, qui est là, qui est président de l'association Touche pas à mon flic et auteur de Un flic à liquider aux éditions Touche pas à mon flic. Et effectivement, Bruno Attal, un livre que je vous recommande, un livre intéressant parce que il dit, en toute sincérité, 25 ans de police. Qu'est-ce qu'a fait Bruno Attal ? D'ailleurs, on avait dit qu'il n'avait pas travaillé autant que ça, mais on va en parler effectivement avec Bruno Attal, qui aujourd'hui tient un bar à Paris, notamment, du côté du Panthéon, je signale pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Ces années-là. Et puis, Bruno Attal, effectivement, on a entendu là ce qui s'est passé. Je résume d'ailleurs, Nicolas B a assez bien résumé ce qui s'est passé là, encore une fois avec ce drame. Il dit ceci, mais au fond, on se demande qui sont les responsables de ce qui s'est passé avec le meurtre de Philippine. Bon, le meurtrier présumé, Tao, le juge des libertés qui l'a libéré,
Et le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Et à ce propos, effectivement, le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, qui était anciennement président de la Cour des comptes, donc le nouveau garde des Sceaux, a été à la sortie de la prison de la Santé à Paris, et on a parlé un peu de son domaine et de ce qu'il allait faire, et il a mis en garde Didier Migaud. Écoutez. Je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon, qu'il y ait des possibilités d'améliorer, bien sûr, les réponses, c'est évident. Je suis très conscient que le citoyen, justement, peut penser que les sanctions sont insuffisantes. Bon, il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis du citoyen, mais nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui existent, on doit les respecter. Voilà, il y a des règles qui existent, on doit les respecter. Alors Bruno Attal, il dit le laxisme de la justice n'existe pas. C'est un scandale de dire ça. Enfin, j'imagine les parents de Philippines devant leur téléviseur. Ça doit être horrible. On parle de ce genre de faits divers qui sont maintenant des faits de société parce qu'on peut les éviter. Alors, on ne peut pas éviter tous les crimes, hélas, mais ceux-là, on peut les éviter parce que si la justice, si l'État faisait son travail, au moins ceux qui tuent, qui violent et qui ont des obligations de quitter le territoire étaient exécutés, on pourrait éviter les meurtres de Lola, les meurtres aujourd'hui de Philippines. Et d'avoir un ministre qui prend le relais finalement de M. Dupond-Moretti, qui nous disait que la France n'est pas un coupe-gorge et que c'est un sentiment d'insécurité, finalement on a le même, peut-être en pire. Alors est-ce qu'on peut faire pire que M. Dupond-Moretti? On verra, puisqu'il vient d'arriver. Mais déjà, commencer là-dessus. Accordons-lui le bénéfice du doute. Avec ces déclarations-là, comme celle-ci, enfin, imaginez un peu les victimes. Alors justement, vous avez été très longtemps policier, on le sait, 25 ans. Hein. Vous avez la cinquantaine, vous avez 50 ans aujourd'hui, Bruno Attal. Et au fond, alors... Parlons juste des OQTF. Vous avez eu à vous occuper des OQTF en tant que policier? Oui, bien sûr. J'étais à la police aux frontières de Nice, au centre de rétention, donc on faisait que des OQTF. Et c'est vrai que toutes les personnes qu'on souhaite renvoyer dans leur pays sont aidées par toutes les associations, qui sont financées avec nos impôts, pour trouver et pour mettre un grain de sable dans le rouage du mécanisme. Moi, j'avais dit que sur 1% des gens qu'on voulait vraiment renvoyer chez eux, on arrivait à les renvoyer. Et ceux qui posent le moins de problèmes, les OQTF finalement qui posent le moins de problèmes, eux n'ont pas les codes. J'en parle dans le livre, un vieux Chibani qui pose pas de problème, qui travaillait au Black, voilà. Lui, il avait pas les codes, donc on l'a renvoyé assez facilement. Ouais. Et tous ces délinquants, ces criminels ont tous les codes. Les associations le disent devant nous, policiers. Pourquoi t'as gardé ton passeport? On vous a dit de déchirer vos passeports. On vous a dit de garder le silence, de on rien leur dire. donne des conseils de ce genre, c'est ça? Devant nous, devant les policiers, à chercher la virgule qui va pas dans le procès verbal et pour essayer de garder ces gens. Et puis après même les femmes de ces associations des fois se retrouvent à se marier avec l'OQTF qui est dans le centre de rétention. Enfin, on a eu à peu près tous les. Vous avez même vu ça, oui. Ouais, j'ai déjà vu ça. Donc voilà. Et l'OQTF était rigolé avec ses copains quand elle partait parce qu'elle était pas très jolie. Et donc voilà, il rigolait en disant voilà. Mais le summum c'est quand même d'avoir un enfant. Donc voilà, il fallait absolument lui faire un enfant. Donc voilà, mais là sur Philippines, c'est vraiment une tragédie. Et moi je trouve que c'est un scandale. Même je pense que même les parents de ces victimes devraient déposer plainte contre l'État puisque l'État n'obéit pas à ses obligations. Et voilà, c'est une obligation, vous l'avez bien dit, obligation de quitter le territoire. Ouais. Quand vous ne payez pas vos impôts, c'est une obligation de payer vos impôts. Je peux vous dire que faible avec les forts, fort avec les faibles, si vous ne payez pas vos impôts, monsieur Oberkov, vous inquiétez pas qu'on va vous y contraindre très facilement. Mais alors, Bruno Attal, justement, vous parlez dans votre livre, dans Un flic à liquider, je rappelle le titre, vous expliquez que, effectivement, cette espèce de... Comment dirais-je, je sais pas, alors Didier Migaud parlait d'un laxisme qui n'existait pas, mais autrement c'est quoi? C'est tout un système qui s'est mis en place pour laisser faire, laisser aller. Alors chaque fois on voyait Gérald Darmanin, qui n'est plus ministre de l'Intérieur maintenant, bien sûr, depuis quelques jours, c'est Bruno Retailleau, mais qui disait oui, écoutez, on va condamner fermement, ce n'est plus possible, ça ne peut plus exister, on fait les marches blanches, on fait les bougies, on fait les fleurs, et puis après, rien se passe? Parce que c'est que de la communication, tout simplement. Alors déjà, il faut qu'un ministre de l'Intérieur marche main dans la main avec un ministre de la Justice. Il faut aussi peut-être sanctionner les juges.
C'est-à-dire que quand un policier commet une erreur, il est sanctionné. Quand un chirurgien commet une erreur, il est sanctionné. Un juge... On ne juge pas les juges, vous voulez dire? Surtout en plus avec le syndicat de la magistrature qui vous le dit pendant les émeutes de l'affaire Naël, et vous disiez mais nous on va relâcher les jeunes révoltés. Donc vous le disiez comme ça? Ah oui, il y a eu un tweet en disant que voilà que ces enfants se révoltaient et que voilà qu'on voulait pas les mettre en prison. Donc oui, il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, et les lanceurs d'alerte comme moi, comme M. Pratt, voilà, quand on dit ce qui se passe à l'intérieur, on essaie de couper les têtes, et on a essayé de me couper la tête, mais je combats les puissants, je combats M. Macron, je combats M. Darmanin. On vous a révoqué d'ailleurs. Voilà, j'ai été révoqué de la police nationale en personne par M. Darmanin, donc le procès aura lieu certainement en 2025 pour ma réintégration, parce que je suis le premier... Parce que vous l'avez attaqué. J'ai attaqué l'administration, parce que je suis le premier syndicaliste de France à avoir été révoqué pour avoir critiqué le gouvernement. Je suis le premier syndicaliste de France, toute administration confondue. Voilà. D'accord. Donc on a voulu me couper la tête, on a voulu me liquider, comme le dit bien mon bouquin. Il y a eu on a mis 4 policiers de l'IGPN sur mon dos pendant 2 ans pour essayer de trouver. On a fouillé dans mon dossier, on a essayé de trouver, parce qu'il faut couper la tête de Bruno Attal. Il y a même un article dans le Parisien qui disait que j'ai agacé l'Élysée. Donc ça sera mon fait d'armes. Voilà. Et donc, quand on trouve pas, on fabrique. Et je vous en parlais en antenne, on a fabriqué une fausse information. Alors juste, on l'a dit, mais Bruno Attal, il n'a rien fait pendant des années. Il était, ils n'ont pas appelé le mot planqué, mais pratiquement. Non, maladie, en arrêt maladie. Maladie, oui, c'est ça. Il était en arrêt maladie, mais pendant des années. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Bruno Attal? Déjà, comme si ça pouvait être possible d'être en arrêt maladie pendant 11 ans. Oui. Et je vais révéler une chose à votre micro, je n'ai jamais révélé à personne, mais j'ai travaillé pendant 8 ans au service secret français. Donc, j'ai des trous dans mon emploi du temps. M. Darmanin était obligatoirement au courant que je travaillais pour le service secret. Donc, comme il y avait des trous dans mon emploi du temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé une histoire d'arrêt maladie. C'était dans le dossier GPN de ligne, et une taupe au ministère de l'Intérieur a sorti ce dossier, l'a donné William Molinier, un journaliste d'Europe 1 qui a reconnu devant ma caméra qu'on lui avait donné ça, et que la vérité n'était pas très importante. L'important, c'était de couper la tête de Bruno Attal. Et donc je vous annonce aussi à ce micro, donc ça fait 1 an que le dossier est prêt, que j'attaque donc Monsieur Darmanin, j'accuse Monsieur Darmanin de complicité, de violation du secret professionnel, et donc je l'attaque à la Haute Cour de justice de la République. Alors on a d'autres faits avec mon avocat. On attendait, on ne va pas vous mentir, que M. Darmanin ne soit plus aux manettes, parce que quand vous attaquez un ministre de l'Intérieur qui est en fonction, c'est plus compliqué, vous avez des pressions, et je peux vous dire qu'on en a eu. Donc M. Darmanin, rendez-vous au tribunal, je vous attaque et je vous accuse d'avoir été complice, d'avoir sorti un dossier, en l'occurrence mon dossier IGPN, et que vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que moi, j'ai alerté par voie de rapport en disant, tiens, il y a une taupe au ministère de l'Intérieur, M. Darmanin. Il y a une personne qui remet des dossiers du ministère de l'Intérieur, quand même ultra sensibles, à des journalistes. Et vous savez ce qu'il a fait, M. Darmanin? Rien. Donc soit il est complice, soit il est commanditaire, soit il est incompétent, ça on le savait déjà. Soit peut-être qu'il ignorait, mais... Non, il n'ignorait pas, puisque j'ai fait un rapport qui y était adressé. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus sur votre passage au service secret? Non, déjà, je prends un risque parce que je suis couvert par le secret défense. Ouais. Bon, j'ai vu avec mon avocat, effectivement, de le dire. Je donne aucune information, même pas le service où j'ai travaillé, même les différents services où j'ai travaillé, mais j'ai donné ma vie pour la France en tant que policier. Et je peux même dire que j'ai été beaucoup plus en danger en tant que policier dans les cités qu'au service secret. Donc voilà, c'est utiliser ça pour essayer de me nuire, c'est toute la politique. Vous savez, quand vous faites un peu de politique, quand vous êtes conseiller politique d'Éric Zemmour, ou quand vous travaillez avec des députés de l'opposition et vous faites du lobbying pour changer quelques lois, comme la présomption d'innocence ou pour les policiers ou des choses comme ça, forcément, on vous met des bâtons dans les roues, et on invente, on crée des fausses informations pour vous nuire. Et donc, j'espère que le tribunal me donnera raison, tribunal administratif, pour être réintégré dans la police nationale. Oui, parce que vous demandez votre réintégration. Tout à fait, je serai réintégré, ou alors je serai le premier policier, le premier fonctionnaire qui fait partie d'un syndicat et qui aura été sanctionné pour ça, quoi. Et justement, par rapport à ça, vous avez toujours effectivement été au front, enfin pour défendre en tout cas vos idées, Bruno Attal, mais
Enfin, la situation aujourd'hui, on parle beaucoup, vous savez, de légitime défense et on parle surtout du fait que les policiers et les gendarmes ont une responsabilité puisqu'ils sont titulaires de la violence légitime, puisque avec les armes y afférentes, etc. Et on dit oui, mais les policiers aussi, quelquefois, excèdent, etc. On l'a vu l'affaire Naël, on a vu que la version, effectivement, n'était pas du tout celle qui avait été défendue, en tout cas pendant des années. Pour vous, aujourd'hui, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures ou 10 poids, 2 mesures de ce point de vue-là ? Écoutez, quand les seules fois où M. Macron a porté atteinte à la présomption d'innocence, c'est contre 2 policiers. Dans l'affaire Zecler, où il a pris parti sans attendre l'enquête, et dans l'affaire Naël. Ce qui m'a d'ailleurs coûté ma révocation, alors que c'était même pas l'objet, puisque vous dépassez en commission. Donc le M. Darmanin, j'avais dit que j'ai préféré qu'une racaille meure qu'un policier meure. Évidemment, je préférerais que personne ne meure, mais moi, je fais le choix, et je le dis, et quel est mon interlocuteur qui me dit, dans le cas où il y a un refus d'obtempérer, je préfère que ce soit celui qui a le refus d'obtempérer qui meurt que le policier. Bon. Monsieur... Peut-être qu'on aurait pu empêcher, en tout cas, que quelqu'un meure. J'espère que personne ne meurt. Un gamin de 17 ans qui s'appelle Naël et qui meurt, je veux pas qu'il meure, c'est un gamin, il est peut-être récupérable. Et puis voilà, la mort d'une personne, quelle qu'elle soit, c'est des familles, c'est une souffrance. Maintenant, quand on doit faire des choix, aujourd'hui on a un gendarme qui est mort il y a pas très longtemps, voilà. Donc, qui a été traîné, effectivement. Qui a voltigé même. Oui. Et donc, voilà, moi quand j'entends une information, je dis il y a eu un refus d'obtempérer avec un mort, j'attends la fin de la phrase et je me dis j'espère que c'est pas le policier qui est mort, parce que je pense à sa famille, je pense à ses enfants et je pense à ce policier. Donc voilà, c'est un vrai parti pris, le policier avant le voyou. Mais Bruno Attal, je reviens à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, un policier, à votre avis, peut se défendre comme il doit se défendre? Enfin, je veux dire, quand on est dans une situation, effectivement, dans des cités ou ailleurs, où est-ce qu'on lui dit de façon expresse, attention, laissez passer, laissez faire, je parle des barrages de deal, je parle d'un certain nombre de situations où il paraît, je dis bien au conditionnel, je veux dire, il faut pas, on dit, écoutez, si vous n'êtes pas vraiment totalement en danger de mort, laissez faire. Oui, bien sûr, mais de toute façon, on achète la paix sociale depuis 20, 30, 40 ans. C'est même pas le fait de M. Macron. On achète cette paix sociale. Et souvent, plusieurs observateurs l'ont dit, les émeutes se sont arrêtées de l'affaire Naël parce que les dealers, il y avait un trop manque à gagner. Donc le business marchait plus autant aussi bien. Et puis, on a pour la première fois, je pense que ça a commencé depuis François Hollande, mais on a pour la première fois un État qui ne veut pas qui met en danger sa police. On pourra parler des manifestations, que ce soit avec les gilets jaunes, le pass sanitaire, et qui met sa police dans des situations complexes pour faire peur à la population et à la limite pour faire détester sa police. Moi, j'ai toujours pris le parti des policiers parce que vous retrouvez dans du maintien de l'ordre face à des gilets jaunes, je vous parle des faux gilets jaunes, je vous parle pas de papier mamie sur le rond-point qui buvaient le café avec les policiers. Des vrais casseurs. Donc on les met, on les pousse à bout. J'en parle dans le bouquin où pendant 3 heures, 4 heures, vous avez un policier qui se fait cracher dessus et on lui envoie des pavés sur la tête, on lui dit de pas bouger et puis au bout de 4 heures, on lui dit bon maintenant fonce. Donc il est humain, il fonce et il va sur celui qui lui a jeté des cailloux et peut-être qu'il aura pas exercé une force légitime et il sera filmé et on lui tapera dessus. Donc voilà, ce pouvoir en place a tout fait pour faire détester sa police. Alors vous aviez des gilets jaunes, vous savez, si j'ai été révoqué, c'est parce que j'ai pris le parti des vrais gilets jaunes, pas de l'extrême gauche qui faisait rentrer les Black Blocs, les vrais gilets jaunes, les pauvres gens qui pouvaient plus payer leur plein, comme les policiers d'ailleurs. Et donc il fallait surtout voilà, que ces gens ne manifestent plus, que ça soit aussi pour le pass sanitaire. Tout le monde savait que c'était complètement illégitime et que les policiers préfèrent attraper les voyous que emmerder, parce qu'on a le droit de le dire. Ils allaient jusque sur des plages, dans les sentiers de montagne. On envoyait des gendarmes arrêter les gens. Il y a des policiers qui peuvent être zélés aussi, j'en ai connu beaucoup. Voilà. Mais voilà, pour vous dire que toutes les personnes, toutes les têtes qui ont dépassé dans la mienne, et qui en tant que délégué syndical, c'était un droit, même un devoir de défendre ces policiers qui ne voulaient pas se vacciner par exemple, ou des choses comme ça. Un policier qui voulait pas se vacciner, il était mis de côté et sa carrière, voilà. Donc moi je défendais ces policiers en tant que délégué syndical et c'est vrai que toute tête qui dépasse avec ce gouvernement, voilà, soit on essaie de vous trouver des choses. Moi en 25 ans de carrière ils ont rien trouvé, donc il a fallu en fabriquer et j'espère que la justice me donnera raison et écoutez, on va attendre le procès, Bruno Attal. En tout cas, vous exprimez très franchement. Voilà, on vous écoute, c'est vos opinions, vous les exprimez. Et puis, on sait quand sera le... Normalement, c'est fin 2024, début 2025. Mais là, j'ai une bonne nouvelle. Donc, vous savez que j'avais publié la vidéo d'une policière qui se suicidait, qui disait pourquoi elle se suicidait. Elle s'appelait Aurélia. Ça avait fait 15 millions de vues.
J'ai la maman d'Aurélia qui m'a appelé encore aujourd'hui. Donc on va pousser pour trouver qui a poussé Aurélia à se suicider, cette administration. Donc il y a la maman d'Aurélia qui m'écoute. Je lui ai dit que j'en parlerai aujourd'hui chez vous. Donc voilà. Donc j'ai été, il n'y a plus de poursuite à mon encontre puisqu'on a trouvé encore une fois, donc c'est l'avocat de Nicolas Sarkozy qui a trouvé une demi-sœur éloignée d'Aurélia qui aurait déposé plainte contre moi. Bon, ça a été classé sans suite. Encore une fois, j'ai un casier judiciaire vierge. La justice me donne encore raison. Donc voilà, madame, on fera tout pour retrouver ceux qui ont poussé votre fille à se suicider. À suivre. Merci Bruno Attal. C'est moi qui vous remercie. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elle était la candidate à Matignon du nouveau Front Populaire. Elle s'appelle Lucie Castet et hier, elle s'est exprimée sur une chaîne concurrente. C'était très révélateur. De qui je parle ? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter. Eh oui, Sabine Paturel, je ne fais que des bêtises. Quand tu n'es pas là, je ne fais que des bêtises. Oui. Non, là, il ne s'agit pas de faire des bêtises, pas du tout. Mais il s'agit, je vous rappelez que juste après les législatives, effectivement, le nouveau Front Populaire, qui en nombre de sièges est effectivement majoritaire, mais n'a pas la majorité absolue, loin de là, l'Assemblée nationale, disait, voilà, il faut, et il apporte, que le président de la République choisisse son Premier ministre parmi nous. Et nous avons mis en avant Lucie Castet. Pendant très longtemps, Lucie Castet s'est présentée partout, du matin au soir et du soir au matin, dans tous les médias, comme la candidate légitime. Bon, mais effectivement, comme le NFP n'avait pas la majorité absolue, il y a eu ce qu'il y a eu. Il appartient quand même au président de la République, et oui, de choisir son Premier ministre ou sa Première ministre. Et hier, Marc Gauthier nous a bien expliqué que ce n'est vraiment pas un motif de destitution, loin de là, du point de vue de la Constitution. Donc, Lucie Castet n'a pas été à Matignon, et c'est, comme vous le savez, notre admirable, et non, on est très content, pourquoi pas, on va le juger aux actes, Michel Barnier. Mais en attendant, elle continue, Lucie Castet, c'est normal, à passer dans les médias. Et hier, elle est passée sur BFM TV. On lui a posé une question sur la régularisation des sans-papiers. Écoutez. Juste sur l'immigration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers ? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers ? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas. Oui. D'accord, donc toutes les personnes qui sont... Je rappelle quand même que cette discussion... Non, mais c'est une discussion intéressante. Non, mais c'est très intéressant. Puisque vous dites que vous êtes encore candidat à Matignon, ça veut dire que concrètement, toute personne qui est sur le territoire et qui n'a pas de papier a vocation à être régularisée. Ce que je dis, c'est que les migrants sont stigmatisés en permanence. Ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société. Ce sont des gens qui payent des impôts, qui font fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale. On a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique, que le Rassemblement national stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France. Mais c'est une clarification importante. Vous défendez et vous êtes effectivement l'émanation du nouveau Front Populaire, la régularisation de tous les sans-papiers, qu'ils travaillent ou pas. Juste. Vous parlez au nom du PS aussi quand vous dites ça ? Je parle en mon nom propre là. Oui. À vous toute seule, hein, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez ainsi c'est-à-dire que c'est une position qui est pas surprenante pour LFI. Pour le PS, ça me paraît un peu... Je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité. Il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position.
Alors là, c'est très intéressant, très très intéressant. Vous avez vu un exercice in vivo de quelqu'un qui devait être à Matignon, c'est-à-dire gouverner la France. Elle commence à dire, moi je suis à régularisation de tous les sans-papiers. Il n'y a pas de problème, qui travaille pas, allez, tout le monde, illégal et illégal, allez, tout le monde. Allez, demain, il y en a tant, après-demain, encore plus, il n'y a pas de problème, on y va, open bar, le pass, allons-y. Et puis après on lui dit, mais attendez, c'est peut-être la position de LFI, c'est la position de LFI, la France Insoumise, mais le PS. Ah ben, et alors là, il y a un moment de silence, à l'écran c'est encore plus intéressant. Elle dit, écoutez, je ne sais pas, là, oui, le PS, peut-être pas, là, il faudrait que je revoie. Il dit, oui, en partie, non, ce n'est plus la totalité, c'est en partie. Écoutez, la prochaine fois, je regarderai mes papiers, je vais voir. Mais attendez, elle parle en son nom. Depuis quand un homme politique qui est censé représenter tout le monde, toute la gauche, parle en son nom? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a le droit d'avoir son opinion, ça, il n'y a aucun problème. Mais elle parle au nom de qui? Elle était censée être à Matignon. C'est très intéressant. Vous voyez voir comment la parole politique, on en arrive à dire n'importe quoi, et après essayer de se corriger plus ou moins. Et c'est quand même assez préoccupant tout ça, de dire n'importe quoi, de dire oui, économiquement ça va, économiquement ça tiendra. Oui, on va pas rentrer dans les discussions économiques, mais on connaît les chiffres, tout le monde connaît les chiffres de la gauche à la droite. Alors Lucie Castet, s'il vous plaît, commencez à retrouver raison gardée, commencez à tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Franchement, ça fera du bien à tout le monde et surtout à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parle-t-on français? Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La censure. On en parle, de la censure. On va en parler tout de suite. Un petit fait, un petit chiffre. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterloo. C'est Léo Ferré, bien sûr. Poète, vos papiers. Il n'y a pas que poète, vos papiers. Tweetos, vos papiers. Dans la Tribune, un journal très sérieux, économie dans la rubrique Économie France, je viens de dire ça. La France, numéro 1 mondial de la censure de tweets. Les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçues par le réseau social au niveau mondial. Je répète, les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçues par le réseau social au niveau mondial. Alors ça y va, les dénonciations, les lettres, oui. 87%, on voit ce que reçoivent effectivement un certain nombre de hautes autorités et autres. C'est intéressant, c'est intéressant. Allez, coupez, surtout pas une tête qui dépasse, pas une information qui dépasse, pas une correction de fake news qui dépasse. Non, coupez, c'est extraordinaire quand même. La France, numéro 1 mondial de la censure de tweets, et je rappelle notre devise dans tous les frontons républicains, liberté, égalité, fraternité, mais attention, sous X, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, dans le face-à-face, André, vous recevez Laurent Amberton pour son livre Guerre aux éditions Magnus. Laurent Amberton, bonjour. Bonjour. Alors, la guerre, effectivement, on ne peut pas dire que vous soyez le pacifiste le plus achevé des lettres françaises, ou en tout cas des publications françaises. Je rappelle quand même, parce que je regarde juste quand même, et c'est intéressant, la France Orange Mécanique, la France Big Brother, Guérilla, 3 tomes, Guérilla 1, Guérilla 2, Guérilla 3, Éloge de la Force, Game Over, et puis là, après Raisonnablement Sexiste, vous sortez Guerre, donc carrément, Guérilla, Guerre, etc. Donc, le fameux slogan d'Emmanuel Macron qui fait partie de notre générique, nous sommes en guerre, vous êtes d'accord, nous sommes en guerre.
Oui, mais pas contre le même ennemi que celui qu'il dénonçait lui, c'est-à-dire un virus respiratoire. Moi, je pense que le mal est bien plus profond que ça. Évidemment, c'est pas du tout la guerre à laquelle on pense, une armée contre une autre armée. Nous ne sommes peut-être même pas au courant, pour la plupart de nos contemporains, que nous sommes dans cette guerre. Cette guerre qui nous est faite, une guerre de l'information, une guerre morale, une guerre mentale, par des moyens de conditionnement sans précédent. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer, de montrer pourquoi nous sommes en guerre, contre qui, et est-ce qu'il faut faire, ce que nous devrions faire pour pour essayer de se défendre. De renverser. Voilà, exactement. C'est plutôt de l'autodéfense, pour renverser un manuel d'autodéfense. Le cours de l'histoire, exactement. Alors justement, on va en parler parce que vous dites un certain nombre de choses. D'abord, vous dites, en fait, nous sommes en guerre contre un ennemi. J'allais presque utiliser les mots de François Hollande. Vous voyez, j'ai mes références. En 2011, au Bourget, notre vrai ennemi n'a pas de visage, n'a pas de truc, c'est la finance. Vous dites pas c'est la finance, vous en parlez, mais vous dites la secte. Vous parlez beaucoup de la secte dans le bouquin. C'est quoi la secte? Parce que secte, on va dire c'est la Mivilude, c'est quoi? C'est la scientologie, c'est quoi la secte pour vous? On pourrait résumer ça en dénonçant cette espèce de pouvoir moral qu'on veut nous imposer au quotidien. Alors si vous allumez votre télévision, vous regardez la publicité, vous regardez la production culturelle, les séries, vous écoutez les journaux télévisés d'information, vous écoutez les personnalités qui passent à la télévision, les sportifs, les artistes, les célébrités, et vous verrez que leur discours comprend toujours les mêmes éléments de langage, ceux qu'on veut nous imposer. On veut modifier nos façons de penser, on veut nous imposer des mots d'ordre. Et souvent, d'ailleurs, mes lecteurs sont assez frappés par ça quand ils sortent une phrase toute faite, une phrase qui a été écrite pour eux. Je sais pas, la diversité est une chance, l'immigration est une richesse, etc. Ce genre d'allégations slogans. Quand on leur demande, mais est-ce que c'est vous qui avez pensé cette phrase ou est-ce que vous l'avez apprise? Et si vous l'avez apprise, c'est que c'est le fruit d'un dressage, d'un conditionnement. On a voulu que vous pensiez ça et on a voulu vous menacer si vous pensiez autrement et vous récompenser si vous pensez comme il est convenu de penser. Et cette entreprise est assez titanesque. Elle n'a pas de chef, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas quelqu'un qui décide de ça. C'est une force qui s'échappe à elle-même. C'est une locomotive qui n'a pas de chauffeur. Et donc qui donne du pouvoir à tous ceux qui y participent. C'est-à-dire si moi c'est un avion sans pilote. Exactement, tout le monde peut participer. Si on s'attribue les sentences, vous savez, de la bien-pensance, on peut gagner en supériorité morale par rapport aux autres, à notre groupe. On peut menacer les autres, dire toi tu es l'extrême droite, tu es le facho, tu es le nazi, etc. Tout l'ostracisme habituel. Et bien cette secte, cette façon de penser, d'endoctriner les gens, de les contraindre pour leur bien, a pris une très grande importance dans notre pays et on peut s'en apercevoir quand on compare la volonté populaire aujourd'hui, ce que veut le peuple français et ce qu'on lui donne mais politiquement. Justement, oui, mais alors Laurent Berton, une secte quand même, quelle qu'elle soit, puisque vous parlez, c'est le mot que vous employez, a quand même ses cerveaux, a quand même ses gouvernants, a quand même des gens à la barre, ses élites, appelez-le comme vous voulez. C'est pas arrivé comme ça, et puis ce n'est pas d'hier, hein, c'est pas du gouvernement Macron, c'est quelque chose qui est là depuis des décennies. Vous le dites vous-même, mais même plus que des décennies. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vise à quoi, en fait? Quand vous dites les éléments de langage, effectivement, on voit un certain nombre de choses qui sont dits et redits, et vous avez vraiment l'impression que ce sont des choses, évidemment, pas fabriquées en complot dans une officine par quelques hommes gris, mais c'est quoi? C'est quelque chose quand même, il y a quand même des gens, je ne dirais pas à la manœuvre, mais tout de même. C'est exactement comme une secte classique, vous avez des gourous, et les gourous, ce qui leur importe, c'est pas la réalité qu'ils défendent. Peut-être qu'ils croient sincèrement à ce qu'ils racontent, que si on se tire une balle dans la tête, on va s'envoler sur Sirius et tout sera mieux. Peut-être qu'ils y ont cru, mais ce qui importe anthropologiquement pour eux, c'est le pouvoir, c'est d'avoir une emprise totale sur les âmes, et l'appareil d'État, par exemple, donne des pouvoirs considérables à des individus, et c'est avant
tout ce qu'ils recherchent. S'ils pensent qu'ils sont là pour le bien de l'humanité, l'égalité ou je sais pas quoi, ils se mentent à eux-mêmes. Pour simplement... Parce qu'il y en a qui pensent sincèrement. Ça, bien sûr, mais malheureusement, les gens comme ça sincères sont souvent les plus dangereux, parce que c'est là qu'on a les fanatiques. Alors justement, cette secte-là, vous dites, enfin on le voit tout le long de votre livre, elle est quand même extrêmement puissante. Vous dites, elle travaille à tous les étages, à tous les niveaux de la société. Comme alors, sur quels sont les paramètres, quelles sont les lignes de force ou les lignes de cette secte? Quels sont je ne dirais pas les mots d'ordre, mais quels sont les paramètres les plus importants qu'elle essaye de faire passer ou de faire imprimer? Ça tourne autour d'une idéologie qui est égalitaire. Anciennement, on pourrait dire communiste ou socialiste, enfin une idéologie plutôt axée à gauche, qui vise à justement éliminer toute forme de contre-pouvoir. C'est-à-dire, elle a la morale supérieure et rien d'autre. Elle est le bien. Elle est le bien absolu et rien d'autre ne peut coexister. Et celui qui va essayer de diverger par rapport à ça est déjà dans le mal, il est déjà suspect et il faudrait déjà le réduire. Et comme cette secte a... elle ne tolérera pas de médias discordants, d'expressions culturelles disharmonieuses. Elle se battra contre des Elon Musk qui sont un peu trop libres à son goût. Elle veut mettre tout le monde à son diapason. Et ça, c'est sa caractéristique. Et elle est surpuissante puisque l'appareil d'État aujourd'hui, il a mis sous sa coupe la culture, il a mis les médias sous sa coupe, sous son contrôle, l'université, etc., etc. Donc c'est une puissance de feu considérable. Oui, certes, mais regardez, il n'y a pas que vous, il y a quand même en France et ailleurs, des voix dissidentes qui se font entendre. On ne peut pas dire qu'elles sont étouffées. Enfin, on n'est pas en Corée du Nord, ou en Russie, ou en Iran, ou ailleurs. Non, mais c'est ça qui est la force aussi de ce système, c'est qu'il n'a pas besoin de goulag pour régner et pour écraser ses opposants. Simplement, il contrôle assez largement l'accès à la notoriété, par exemple, par les écrans de masse. Et monsieur moyen, aujourd'hui, le citoyen lambda, va passer beaucoup plus de temps avec le JT de, je sais pas, TF1, de M6 qu'avec la réalité. Donc, on va reconstruire un petit peu son paysage mental, sa vision du monde. Et les voix dissidentes, si elles peuvent exister, eh bien toute la force de la secte réside dans ce contrôle de son audience. Nous sommes peut-être des voix dissidentes, mais nous n'aurons jamais l'exposition médiatique colossale dont bénéficient, je sais pas, les représentants de ce pays, par exemple. Alors, vous parlez des hérétiques, ceux qui sont les dissidents. Vous, dans votre livre, vous parlez des hérétiques, etc. Et donc, vous expliquez comment et de quelle façon, on va en reparler, comment, effectivement, on peut exister, disons, ou se dresser contre. Mais dites-moi, beaucoup d'hérétiques ont fait aussi des sectes. Ah oui, absolument. C'est un gros risque aussi. C'est-à-dire, le règne du mensonge est tellement puissant que beaucoup de sceptiques vont chercher d'autres chapelles et pas forcément les bonnes. C'est-à-dire le contraire d'une erreur n'est pas forcément une bonne chose non plus. Oui, voilà, on peut se planter, et d'ailleurs énormément, on le voit, de gourous complotistes, etc. ont un succès d'audience phénoménal avec des théories complètement délirantes, parce qu'il y a ce besoin d'explication simple des choses, et comme à peu près tout nous échappe, on va avoir tendance à se ranger derrière ces gens qui ont l'air sûrs d'eux. On cherche les gens qui nous donnent des béquilles en kit. Sur lesquels on pourra boiter. C'est un peu ça. Mais justement, alors, comment faire? Vous en parlez longuement dans votre livre. On va après une petite pause, on va essayer de parler de l'implantation, effectivement, de la secte et de ce que vous appelez la secte et comment résister. Laurent Oberton est notre invité aujourd'hui pour son livre Guerre aux éditions Magnus. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et je suis pas le seul, Laurent Oberton aussi, qui vient d'écrire Guerre aux éditions Magnus. Il y a quelque chose quand même, à un moment donné, c'est intéressant. Vous provoquez Laurent Oberton, mais c'est bien de provoquer. Vous dites dans votre livre, vous écrivez « La démocratie n'est pas une solution.
Je dirais même, attention, vous allez loin, hein, qu'elle constitue le problème. Son principe consiste à attiser la peur et la crédulité des foules pour les manipuler de plus belle et légitimer un pouvoir inefficace et totalitaire qui restera soumis dans tous ses rouages aux lois de la secte tant que la secte fera la loi. Et vous ajoutez, par exemple, en illustration, un parti qui fait 1,7% des voix au présidentiel peut contrôler le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Vous parlez du Parti socialiste, of course, hein, dont aujourd'hui Didier Migaud est ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais attendez, alors Laurent Berton, d'accord, c'est très joli, mais la démocratie, disait Churchill, le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, dans votre livre, il y a des choses très intéressantes, et beaucoup de choses très intéressantes, et en même temps, on se dit, oui, mais d'accord, mais comment on peut incarner cela, actualiser cela ? Alors, c'est justement la thématique, la deuxième de la troisième partie de ce livre, d'expliquer que pour se faire respecter d'un pouvoir comme ça, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir qui soit suffisamment fort. Et l'électeur, le pas content, le manifestant, ne représente pour l'instant rien de tout ça. On n'a pas su constituer, on n'a pas su imposer à ce pouvoir un minimum, voilà, de respect, de considération. Le pouvoir se sent aujourd'hui tout permis et on a envie de lui donner raison, puisque vous faisiez référence à Laurent Fabius, par exemple, qui peut annuler totalement un projet de loi parce que Laurent Fabius l'a décidé, et passer par-dessus la volonté populaire. Donc à partir de là, si on accepte de se faire marcher dessus comme ça, on acceptera absolument tout. Et le pouvoir, c'est ce qui se dit. Il se dit, ils sont pas organisés, il n'y a pas de figure émergente, on fait ce qu'on veut. Et encore une fois, c'est difficile de lui donner tort pour l'instant. C'est pour ça que j'explique que les citoyens éveillés ne peuvent pas se contenter de commentaires sur Internet ou de râler ou de trouver qu'ils sont très méchants. Ils doivent trouver en eux les moyens de devenir beaucoup plus problématiques que ça. Des hérétiques dangereux, en quelque sorte. Donc ça passe évidemment par des efforts de développement personnel bien plus conséquents que ceux auxquels on assiste aujourd'hui. Donc vous dites réarmement, caractère, etc. Moral, déjà, dans un premier temps, pour faire trouver des moyens, parce qu'encore une fois, cette impression de désespoir, moi, me frappe, quoi. Les gens vont vous dire tout est foutu, de toute façon, on peut rien faire, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire ? On a essayé de voter, puis après on a arrêté. Ça, c'est rien. Ça, c'est pas faire quelque chose. On doit trouver beaucoup mieux. Et j'essaie de trouver des offres stratégiques dans ce livre pour devenir un contre-pouvoir, justement. Alors justement, ces offres stratégiques, on va en parler, parce que vous en parlez dans votre livre, mais est-ce qu'elles ne sont pas encore, et une critique qu'on peut vous faire, trop abstraites? C'est-à-dire que quand vous dites, et vous n'avez pas tort, que personne ne vous donnera tort en disant réarmement moral, force du caractère, et vous dites quelque chose de... Et c'est un combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas de contre-pouvoir organisé. Il y a effectivement le jeu, les retraites, évidemment, on se bat là-dessus, les réactions, les contre-réactions, les syndicats, ceci, cela, etc. Mais en fait, quand apparaît un mouvement, est-ce que pour vous, Laurent Berton, je vous donne dans ces dernières années, est-ce qu'il y a eu des mouvements ou des formations ou des actes qui auraient pu constituer un contre-pouvoir organisé, même s'ils n'ont pas abouti? Ça existait, on peut penser à la Manif pour tous, qui était un contre-pouvoir moral en quelque sorte, qui a foncièrement déplu au pouvoir en place, parce que ça n'incarnait pas du tout ses valeurs, son idéologie progressiste, et donc ce mouvement a été diabolisé. Elle est encore aujourd'hui très, très violemment par la gauche, par les activistes, par les grands médias. On a eu aussi les gilets jaunes. Alors je voudrais vous poser une question, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pourquoi, et c'est vraiment une question que je me suis posée, je ne suis pas le seul, pourquoi la manif pour tous, qui a drainé 1,5 million de personnes à un moment donné, ne s'est pas transformée, peut-être pas en parti, mais en mouvement politique? Pourquoi, à l'intérieur de cela, il n'y a pas eu une traduction? C'était déjà il y a quelques années, plus d'une décennie.
Qu'est-ce qui a fait Quand un mouvement comme ça ne se traduit pas dans les faits, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a un manque de figures, de leaders pour reprendre tout ça. Qui aurait fait l'unanimité à ce moment-là, et aussi un manque de détermination des acteurs eux-mêmes du mouvement. C'est-à-dire, on a manifesté, on s'est montré, on a passé du bon temps dans la rue, mais on va pas aller plus loin. On a tous notre situation, notre carrière, notre petit confort, notre quotidien, et on rentre chez soi. Et malheureusement, beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui très en colère, très préoccupés de la situation, ne feront jamais rien de plus. Les Gilets jaunes, ça allait déjà plus loin, mais on a eu exactement le même phénomène. On n'a pas eu de leader, on n'a pas eu de constitution de l'organisation, ce qui a fait qu'elle a été rapidement digérée par les protestataires habituels qui se sont mis, je vous rappelle les Gilets jaunes, l'idée c'était quand même de demander moins de fiscalité, moins d'État, et finalement c'est devenu un mouvement étatiste qui demandait beaucoup plus de fiscalité, d'intervention, de redistribution, etc. Donc on a géré ça comme ça. Oui, et les Gilets jaunes, les vrais, ont été trahis en quelque sorte. Complètement, ils ont été digérés par le système. Ouais. Et est-ce que vous mettez, par exemple, des tentatives ou pas du tout, comme Reconquête ou autre, dans cette mouvance-là ou pas? Ah oui, tout à fait. Ou les identitaires. Les identitaires, par exemple, ou Reconquête, en effet, on se sont heurtés à angle droit, en quelque sorte, aux préconisations de la secte. Et l'ont payé médiatiquement, parce que vous avez vu les campagnes de conditionnement médiatiquement et juridiquement aussi. Les identitaires ont été dissous, si je ne m'abuse, par Gérald Darmanin, un de ses faits d'armes. Et on voit bien que face à ce système, ils ne font pas le poids encore. C'est très difficile d'exister contre cette force à salir. On appelle ça diaboliser, mais bon, clairement, ça vise à salir les individus. Et ça a encore une influence réelle sur nos concitoyens qui ont peur. On leur fait peur, on joue là-dessus. Nous sommes un troupeau domestique, comme je le répète souvent. Et à partir du moment où on vous dit si ces types-là arrivent au pouvoir, c'est les heures sombres et le soleil arrêtera de briller, eh bien le citoyen se range derrière le maître habituel, celui qui est le plus rassurant entre guillemets, même s'il fait n'importe quoi. Ouais, alors c'est effectivement le mouvement, et puis de temps en temps, et on va en parler avec Laurent Amberton, ce mouvement s'inverse, ou en tout cas change de direction. On ne sait pas encore pour où, mais on va prendre des exemples très précis. Effectivement, c'est la guerre. Comment la mener? On en parle tout de suite après cette petite pause. Et un numéro de téléphone, ne l'oubliez pas, c'est 0826 300 300 pour toute question ou réaction. À tout de suite dans la suite de Berkoff dans tous ses états. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et on l'est tous, on l'est tous dans tous nos états en ce moment. Laurent Amberton, Guerre, qui vient de paraître, qui paraît demain, d'ailleurs en librairie aux éditions Manus. Vous dites un combat dont vous êtes enfin le héros. Ouais, attends, encore faut-il, justement, c'est quoi devenir un héros, Laurent Amberton? Même à un niveau basique, je dirais, parce que à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. On sort comment de sa zone de confort? Vous dites quoi aux gens qui disent oui, c'est très bien, on est d'accord avec vous, on est d'accord. Mais on fait quoi? Moi, vous comprenez, j'ai ma vie, ma femme, mes enfants, ou mon mari, mes enfants, je dois gagner ma vie, alors c'est très joli tout ça. Je fais quoi et je commence par faire quoi? Faire, c'est vraiment passer de 0 à 1, c'est changer des toutes petites habitudes au départ, avoir simplement, quand on est avec les collègues à la machine à café et qu'une discussion arrive, eh bien ne pas parler contre soi, contre ce qu'on pense, contre mais ne pas avoir peur de dire les choses. Parce que c'est sur notre peur que tout se fait, que tout se joue. C'est parce que on a peur de notre groupe, de ce fameux ostracisme, le fameux chantage aux heures sombres, etc. On n'a pas le droit de penser certaines choses. Eh bien, dès que quelqu'un ose simplement formuler une pensée très moyenne, très sens commun, on se rend compte que les autres n'attendent que ça, de se dire ah oui, moi je suis d'accord avec ça, et ça soulage parce qu'il a osé le dire et je vais le suivre. Et malheureusement, on a cet effet un peu bande sardine, cet effet suiveur, et trop peu des éveillés aujourd'hui osent avoir cette valeur d'exemple. Donc mouiller un petit peu le maillot, on parle simplement d'une conversation, on risque pas grand-chose à la machine à café, peut-être à part perdre un débat entre collègues, c'est pas grave, ça arrive, mais je pense que chacun doit faire un peu plus, justement, pour incarner ce côté réfractaire dont parlait notre président bien-aimé. Il faut monter le niveau considérablement. Là, on est beaucoup trop dans une situation d'attente. On a beaucoup trop peur pour notre image, notre réputation et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Guerre de Laurent Oberton aux éditions Manus, ça paraît demain en librairie. Et ce qui est intéressant, parlons-en un tout petit peu. Dans votre livre, Laurent Oberton, vous parlez des armes, effectivement, de la secte. Et parmi ces armes, d'ailleurs, on a parlé de la persuasion clandestine ou pas, on a parlé du consensus, de la fabrique du consensus, on a parlé du management par la peur, du gouvernement par la peur, on a parlé de tout cela, on a parlé de l'éloignement du camp du mal, hein, bien sûr, des mauvais esprits. Enfin bon, c'est classique, ça existe depuis des siècles, on pourrait dire, mais évidemment, avec les médias d'aujourd'hui et les réseaux sociaux, la capillarisation, elle est mondiale. Est-ce que ça a changé quelque chose, justement? Je me demandais, les réseaux sociaux, les alternatives qui ont paru quand même depuis moins de 20 ans, c'est rien. Ça a vraiment changé quelque chose, en particulier pour l'hérésie, c'est-à-dire ceux qui pensaient mal. Pour les hérétiques. Voilà, se sont retrouvés dans cette chose un peu souterraine. C'est un peu comme s'il y avait des égouts sous les palais et qu'ils se sont mis à échanger entre eux, à se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. Ce que je vois existe donc, et d'autres voient la même chose, et ils ont commencé à se structurer comme ça. Moi, j'ai vraiment vécu cet essor-là, et je n'aurais pas eu je pense, ces succès de librairie, par exemple, si j'avais pas eu mes réseaux sociaux pour en parler, pour dire il y a mon livre qui sort, etc. Et tout le monde partageait ça. Et ça a réellement créé un contre-pouvoir que le pouvoir a mis du temps à comprendre et en quelque sorte à raisonner en contrôlant le contenu. Vous avez parlé de la censure hallucinante exigée par les autorités françaises sur Twitter, par exemple, et sur d'autres réseaux sociaux. Avec une censure insidieuse, c'est-à-dire une exposition qui est restreinte, que certains ne voient pas, etc. Enfin, des manières de faire, qui sont subtiles mais qui fonctionnent efficacement. Mais ça a quand même échappé à ce pouvoir. Les réseaux sociaux il n'a pas réussi à raisonner. Voilà, c'est trop tard maintenant pour les interdire purement et simplement, et c'est difficile de les contrôler. Oui. Et c'est vrai que ça change un peu, ça change la donne incontestablement, et vous avez raison. Vous parlez d'une quelque chose que nous sentons ici, moi que j'ai senti vraiment quand je me balade à travers la France et ailleurs, même au Québec et en Suisse et ailleurs, c'est qu'ils disent, vous savez, grâce à vous, on n'est pas seul. Quand je dis grâce à vous, pas moi, mais enfin les invités, tout ça, quoi. Je veux dire. Exactement, mais c'est exactement ce qu'on me dit très souvent. Merci, parce que j'avais l'impression de délirer tout seul dans mon salon, et on existe. On existe, et en réalité, je pense même qu'on est majoritaire. Et ça, c'est l'étape d'après, de prendre conscience de la force qu'a cette population qui a l'air fragile parce qu'elle est privée de l'accès à l'existence publique. Vous pensez que les hérétiques potentiellement sont majoritaires? Ah oui, je pense certainement. Les idées hérétiques en France sont majoritaires. Ça se traduit pas encore électoralement parce qu'il y a cette pression de conditionnement très forte. On menace du pire, le mal votant. Donc beaucoup de Français qui n'en pensent pas moins n'osent pas mal voter encore. Mais leurs idées, je pense, sont majoritaires. Oui, d'ailleurs, on le voit déjà par Et justement, une des armes, je voudrais qu'on parle aussi de ça, Laurent Oberton, vous l'abordez dans votre livre, le wokisme, etc. C'est intéressant parce que, quelque part, c'est minoritaire, mais quand on voit que, par exemple, Dora Muto et Marguerite Stern qui écrivent Transmania, c'est-à-dire c'est aussi aux éditions Magnus, vous voyez, je fais de la pub pour vos éditions, mais quand on pense qu'ils sont allés faire un meeting, là, je ne sais pas où c'était, à Lyon ou ailleurs, et qu'on a pratiquement incendié, on a saboté un immeuble entier où se passait la réunion. Enfin, ça paraît elles expriment leurs idées, et on essaye, il faut absolument l'empêcher, quoi. Ça arrive à ce stade. C'est démonstratif, c'est un livre qui est parfaitement, il y a absolument rien d'illégal dans ce livre, c'est un contenu qui est justement très fouillé, très documenté. On nous avait promis des plaintes, etc., et des procès, et ça n'aura pas lieu parce que personne n'osera aller jusque-là. Et voilà, on voit une simple conférence autour d'un livre dans un cadre privé qui mobilise des activistes qui vont insulter, vandaliser, qui vont tout faire pour empêcher la tenue sereine de cette manifestation. Ça fait peur quand même. Et on n'a pas vu un empressement fou des grands médias à dénoncer un tel scandale. Donc c'est là qu'on voit aussi cette prégnance du wokisme dans les universités françaises, parce qu'on avait énormément de contre-manifestants qui étaient la plupart du temps des étudiants.
Et c'est très difficile aujourd'hui, par exemple, quand vous étudiez dans les sciences sociales, d'avoir une opinion divergente sans vous faire insulter de complicité, de fascisme et je ne sais pas quoi. Et ça participe de l'orientation politique affichée. Beaucoup de jeunes préfèrent montrer patte blanche et se dire oui, moi je suis contre Moutot et Stern parce que ça doit être des personnes très méchantes, sans même le penser, mais simplement pour ne pas avoir de problème. Oui, et puis comme ça, pour mes diplômes et pour mes avancements, il vaut mieux que je fasse gaffe, quoi. Si on tient à faire carrière de sociologie, il vaut mieux être contre Dora Moutot et Marguerite Stern. C'est terrible à dire, mais c'est une vérité. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que peut-être il ne serait pas totalement malséant de diminuer, peut-être de faire le numerus clausus sur la sociologie, la psychologie, et un peu moins sur les sciences, la médecine, etc. Moi, je suis évidemment totalement de cet avis, mais malheureusement, je pense que ça arrange bien, encore une fois, le pouvoir d'avoir cette jeunesse dans un état de semi-oisiveté, dans des cursus qui servent pas à grand-chose, à part les occuper et à part en faire des soldats de demain, des activistes qui demanderont, encore une fois, parce que c'est ça aussi le fond de la chose, c'est que ces activistes sont toujours ultra étatistes, ils vont toujours demander des interventions partout, des subventions pour l'association machin, des trucs qui n'ont aucune utilité, mais bon, ils vont exister, ils vont occuper l'actualité, le paysage politique, sans être dangereux. Ce sont justement des faux hérétiques. Intéressant, parce que, et d'ailleurs, c'est des gens qui demandent des subventions en se masquant sous la subversion. Ah oui, c'est subversion, subvention. C'est absolument génial et on le voit très bien. On voit aujourd'hui, je sais pas, vous prenez Manès Nadel par exemple, un porte-parole comme ça des lycéens en colère. On sait qu'il finira avec un très bon poste, peut-être à la mairie de Paris ou peut-être un cabinet, je ne sais quoi. Mais le système les gâte beaucoup, ce genre d'individu-là. Ouais. Et donc, alors en fait, dites-moi, alors si je comprends bien cette guerre dont vous parlez, c'est un travail d'Hercule, ça, Laurent Berton. Hein. Oui, et même Hercule, il n'était pas prêt à ça, au wokisme, il n'était pas prêt à ce qu'on rebaptise les noms de plantes parce qu'ils sont offensants ou ce genre de choses. Il n'aurait pas compris comment faire face à ça. C'est même plus les écuries d'Augias. Et c'est pire qu'une hydre, c'est ce que j'explique. Il pourrait couper toutes les têtes qu'il veut. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a pas un chef au-dessus et tout est. Non, c'est vraiment cette secte a pondu des œufs en quelque sorte dans tous les esprits. On a tous en nous ces peurs apprises et inculquées et il faut s'en débarrasser. Il faut commencer par nous et puis après notre entourage, nos proches, etc. Grosse bataille à mener, quoi. Exactement, c'est un combat mais vraiment de tous les instants. Surtout que Hercule, c'est le patriarcat, hein. Faut pas oublier. Oh, en plus, oui, c'est vrai que c'est très mauvais. Attention, c'est pas un exemple à suivre, ça. Voilà, je vous recommande, lisez-le et lisez Laurent Oberton, ça fait partie effectivement, mais ne vous contentez pas de le lire. Après, appliquer. Sinon, si vous voulez, on lit, c'est très bien, il faut lire tout le monde, il faut lire les grands auteurs. Et d'ailleurs, je répète toujours, lisez. Le livre, c'est la racine, c'est passionnant et c'est radical. Mais simplement après, travaillez sur vous-même, travaillez avec les autres. Laurent Berton était notre invité pour son livre Guerre aux éditions Magnus, une émission que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou en replay sur notre site. On se retrouve dans quelques instants pour le flash d'information. Sud Radio. Parlons.